Bien. Bien, bonjour messieurs, dames. Donc, je m'appelle Marie-Claude Joran. Je suis membre des clubs Oracle depuis quelques années et je contribue avec un certain nombre d'autres personnes à les animer. Donc, les animer, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir des sujets de présentation et puis les organiser. Dans ma vie professionnelle, j'ai longtemps été responsable IT des fonctions finance autour de la solution IBS dans une société française. Mais maintenant, voilà 2 ans qu'en fait, je travaille dans un cabinet conseil et je suis consultante. Voilà, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Orange qui vont nous faire une nouvelle fois une présentation de leur projet. Étant dans les clubs UFO depuis une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'assister à ces présentations d'Orange. Donc, ça a toujours été, en tout cas pour ma part, très instructif. Pourquoi? Parce que, en tout cas, j'ai le sentiment que les projets sont pris chez Orange très en amont. Donc, quand on arrive à l'audit, ils ont été largement balisés, détaillés, planifiés. Tout a été fait pour que tout se passe bien. Moi, j'ai le souvenir particulièrement, par exemple, de la période du projet CEPA, qui avait largement bouleversé les habitudes de nos comptables et puis les fonctionnements de nos systèmes informatiques, particulièrement pour la gestion des prélèvements. Et donc, à l'heure où la plupart des sociétés se demandaient encore comment faire, je me souviens d'un intervenant Orange qui avait expliqué tout comment ça se passait. J'avais été très impressionnée. De la même manière, il y a 10 ans, ils ont mis en place la R12, ils étaient les précurseurs. Donc, soit ils étaient les précurseurs, c'est une très grosse société, mais faute de s'endormir sur leur laurier, à peine quelques mois ou années plus tard, ils se sont engagés dans la transformation de leur informatique pour quitter le monde du on-premise vers une organisation autour du cloud. Et donc, c'est ce qu'ils vont nous expliquer aujourd'hui, qui vont nous raconter la genèse de leur projet, comment est-ce qu'ils y sont pris, quels problèmes ils peuvent encore avoir, quelles sont leurs perspectives. Et donc, pour ma part, je trouve que c'était une vraie gageure il y a quelques années de s'embarquer sur le RP Cloud, parce qu'aujourd'hui, je pense que bon nombre de vous se demandent encore, mais est-ce que tout va être couvert? Comment je vais faire avec mes spécifiques? Est-ce que toutes les fonctionnalités sont bien là? En tout cas, eux, il y a quelques années, ils y sont allés. Je pense qu'ils ont eu certainement, ils ont dû rencontrer ils ont dû certainement décider, hein, voilà, telle fonctionnalité n'y est pas, ben non, mais comme on y va quand même, comment va-t-on faire? Et donc, c'est toute leur aventure du passage on-premise vers le cloud qu'ils vont nous exposer. Et j'espère qu'ils nous donneront envie à tous de y aller. Donc, une fois de plus, je veux dire, les clubs Oracle et LOFO, on remercie encore une fois Orange et particulièrement à Anne Serpollet et Thomas Poirier qui aujourd'hui sont nos interlocuteurs. Et puis, on est tout à vous. Ça va être passionnant de vous écouter. Voilà, et je vous laisse la parole. Donc, comme on l'a dit en introduction, chacun peut prendre librement la parole pour poser des questions à tout moment dans l'exposé. Merci Marie-Claude. Déjà, merci de nous avoir invités et de nous avoir sollicités pour cette présentation pour l'OFO. C'est vrai qu'on fait pas mal de réunions plutôt avec des prospects ou des gens qui viennent de s'embarquer dans le cloud pour leur expliquer comme on a fait. Mais c'est vrai que pour Anne et moi, c'est la première fois qu'on intervient auprès de l'OFO. Il y avait une première présentation qui avait été faite par nos prédécesseurs en fait il y a 2 ans par Elisabeth Landron et puis Guillaume Roux. En fait, c'est rigolo parce qu'ils ont vogué, donc Elisabeth vers la retraite et Guillaume vers d'autres fonctions au sein du CSP. Et du coup, c'est nous qui avons pris la suite avec Anne depuis 2-3 ans maintenant.
Donc c'est vrai que ça fait plaisir qu'on entretienne la relation aussi avec l'OFO. On va commencer par se présenter brièvement avec Anne. Anne, je te laisse commencer. Oui, ok. Bonjour à tous. Anne-Claire Paulet, architecte fonctionnelle sur l'implémentation de la solution Fusion Cloud sur les entités du groupe Orange, avec une casquette TVA aussi. Et puis moi, je suis Thomas Poirier, donc je suis responsable des déploiements ERP Cloud pour le groupe. Donc Anne et moi, en fait, on est sorti du consulting il y a pas très longtemps et on a été embauché par Orange. Donc moi, je suis en poste depuis 2 ans. Anne, ça fait quoi toi, 3 ans et demi, 4 peut-être, je sais plus. C'est un 3. C'est quelque chose comme ça. Je suis Orange depuis, je compte plus. C'est vrai que historiquement, on vient du conseil. On avait fait tous les deux beaucoup de déploiements. Moi, avant de rentrer chez Orange, donc j'ai été freelance pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai été recontacté par Orange en 2015 pour réaliser le déploiement d'Orange Pologne. Donc, j'ai passé quelques temps en Pologne. Et puis, en 2010, au début 2019, j'étais embauché donc, pour remplacer Elisabeth Landron, qui avait quand même mis beaucoup de choses en place, qui avait mis l'équipe en place, qui avait vraiment œuvré au déploiement et puis aux premières implémentations. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rigolo d'être là et puis de pouvoir parler aux autres. C'est vrai qu'on suscite toujours beaucoup d'interrogations, on nous demande beaucoup comment est-ce que vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous êtes organisé. Donc c'est vrai que c'est le genre de présentation qu'on fait de plus en plus et c'est plutôt rigolo. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque, hein, sauf s'il y a déjà des questions à ce stade. Allez, on y va. Alors, donc l'agenda pour la journée, donc pour la réunion même, on va déjà dire comment est-ce qu'on est structuré, pourquoi on est parti sur le cloud, qu'est-ce qu'on a dans notre solution aujourd'hui, comment on s'y prend en termes de gouvernance quand on veut implémenter un pays, et puis des sujets qui tournent autour de la transformation de la finance, comment est-ce qu'on vit aujourd'hui dans le cloud. Et puis un petit slide de conclusion sur ce qu'on a appris durant notre voyage. Alors, donc pour démarrer, donc, ce qui est important, c'est que déjà une première chose, c'est que les projets cloud chez nous, ils sont portés par la direction comptable. Donc en fait, Anne et moi, on fait partie de la direction comptable et on est dans une équipe qui s'appelle Finance as a Service. Cette équipe, en fait, elle est née pour être en fait en capacité de déployer des solutions SaaS, donc des solutions software as a service, et puis quitter le mode du on-prem. Donc nous, ce qui est important, c'est que on est une équipe d'internes, donc tous nos stream leads sont internes. On essaie vraiment de garder la connaissance de la solution, la connaissance de notre écosystème. Et puis après, on se fait renforcer au cas par cas par des partenaires externes. Donc nous, on n'a jamais donné les clés du camion en fait, pour une implémentation à un cabinet d'intégrateurs. On n'a jamais demandé à un Accenture de nous faire un déploiement. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire en fait, certes en partenariat avec des externes, mais toujours en gardant le contrôle. Et donc, si on doit définir nos ressources face, c'est des gens qui sont experts en solutions et puis qui, à force de faire des déploiements, commencent vraiment à monter en puissance, en connaissance sur la partie métier. Et puis, en 2021, nos collègues de l'IT qui nous aidaient sur les déploiements nous ont rejoints également. Donc là, on a vraiment maintenant, au sein de cette équipe face, en fait, on couvre quasiment tout le spectre de l'implémentation. Et puis, on travaille également donc, avec nos collègues d'une équipe qui s'appelle Finance Innovation and Transformation. Donc, ces collègues, eux, ils connaissent très bien le métier. Et puis, à force de nous côtoyer également, ils commencent à connaître de mieux en mieux la solution ERP lors de nos déploiements.
Donc là, nous, on va dire que FAS, ça fait, on va dire, si on le fait rapidement, ça fait le setup, ça fait les ateliers. Et FIT va nous aider sur les dimensions business process management, transformation, référentiel comptable. D'accord? Donc ça, c'est notre footprint. Donc ce qui est important de se souvenir, c'est que nous, on aborde vraiment les projets comme des transformations métiers. Et donc, qu'on appartient à la compta. On a la chance d'avoir des patrons qui sont très sensibles finalement au système d'information et puis qui dès 2014-2015 en fait ont su impulser ce move, enfin cet élan vers le cloud. Donc c'est une des valeurs de notre direction comptable, c'est l'audace, c'est-à-dire qu'on a des patrons qui nous soutiennent et donc on a la possibilité de s'éclater, de s'amuser, vraiment de faire ce métier qui est quand même assez rigolo. Donc nous, nos ressources, elles viennent soit comme Anne-et-nous hein, de cabinets de conseil, soit c'est des gens du métier qui sont comme nous passionnés par les projets et qui du coup nous ont rejoints. Donc on a des anciens acheteurs, on a des anciens auditeurs, on a vraiment des profils globalement tournés vers le projet, mais qui sont passionnés par ce qu'ils font. Je pense que c'est ça notre grande force. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier slide d'organisation? Vraiment pas, donc nous allons continuer. Ok, on continue. Donc si on réfléchit en termes de TP, quelles sont les forces en présence? Côté nos copains là de chez Finance Innovation and Transformation, ils sont une dizaine. Et puis nous, au sein de Finance as a Service, qui s'occupe vraiment de l'ERP, donc dans mon équipe, on est 11-12 internes, et puis on a une vingtaine d'externes qui nous aident. On a également 5 personnes qui nous aident sur la partie reporting BI. Et puis côté IT, les équipes qui nous ont rejoints, je pense qu'on a 2-3 chefs de projet techniques, 2-3 personnes qui nous aident sur le run. Donc ça, c'est à peu près les forces en présence pour nous. D'accord? Pas un projet monstrueux. Non, parce qu'on a toujours la volonté en fait de garder la maîtrise de ce qu'on fait. On veut garder également une certaine agilité. Donc même si on a toujours entre 2 et 3 implémentations qui sont en cours, on veut toujours garder la main sur ce qu'on fait puis pas se laisser entre guillemets déborder. Donc non, on n'est pas des centaines. Maintenant, ça veut dire qu'on est toujours très occupé. Mais c'est vrai que on a vraiment des gens qui adorent le projet, qui adorent faire ça. Donc on a quand même une passion commune qui nous drive. Et puis on est vraiment dans un environnement bienveillant avec un management qui nous aide et nous soutient beaucoup. Ouais. Alors, si je passe à la suite pour détailler un peu plus, donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre équipe ERP? Donc, bien entendu, il y a deux aspects, hein. Il y a la partie build et la partie run. Donc, côté build, hein, nous, bien entendu, notre mission numéro 1, ça va être de déployer la solution en mode standard. Hein. Et puis, on est toujours sollicité par les pays qui nous contactent, en fait, quand ils sont prêts tout simplement à basculer sur la solution, parce qu'ils ont un système qui est obsolescent, parce qu'ils ont un contrat de maintenance qui arrive à terme. Donc ce qui est important, c'est qu'on a toujours le pays qui va nous solliciter. Donc nous, on est la direction comptable du groupe, et puis après, on va intervenir dans les différents pays à gauche à droite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Orange a un contrat chapeau avec Oracle, qui va nous permettre de négocier les droits d'accès en bénéficiant des effets volumes. Et puis après, c'est chaque pays qui va faire son contrat avec Oracle pour payer son environnement et ses accès sur la base des tarifs qui sont négociés par le groupe. D'accord? Donc ça, c'est aussi une de nos grosses particularités. C'est qu'en fait, on va avoir un environnement Oracle ERP Cloud pour la France, un environnement pour la Pologne, un environnement pour la Roumanie, etc. Donc ça, c'est quelque chose chaque pays a son SaaS. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a défini
un pass commun pour tout le groupe cette fois-ci. Donc, on a de multiples SaaS dans les pays. Et puis, la plateforme PaaS, la plateforme as a service, elle est commune. Donc, ça, c'est un peu la particularité de notre architecture fonctionnelle et technique. Donc, c'était un petit peu comme avant, il y a plusieurs instances, il y a une instance par pays. Ouais, donc en fait, quand on a pris cette décision, c'est que en 2015, on avait peur qu'au vu des volumes de la France, ça puisse pénaliser les performances. Et donc, du coup, on a fait le choix d'avoir une instance par pays. Et encore une fois, cette approche, elle est confortée par le fait que le pays va passer son contrat avec Oracle pour payer directement son environnement et ses droits d'accès sur la base des fees qu'on a pu négocier, nous, au niveau groupe. D'accord? C'est clair? De mon point de vue, c'est très clair. Ok, super. Donc du coup, après, on travaille également sur les stratégies de déploiement, sur les analyses des besoins, les propositions de standardisation, et puis les formations des key users. Donc ce qui est important dans notre démarche, c'est que le change management est toujours pris par les pays. Nous, on apporte notre expertise solution et business process avec nos collègues de Finance, Innovation and Transformation. Et puis, on va former uniquement les key users. Après, le change, la formation des users, c'est le pays qui prend en charge. Parce que fréquemment, on ne parle pas forcément la même langue. Donc, c'est pour ça que c'est important que la transformation, le change soit relayé par le local. Donc, toujours sur la partie build, donc sur les états, donc on a notre petite équipe de 5-6 personnes qui bossent dessus. Donc, soit adapter les états standards, soit développer ces états, tout ce qui est balance, enfin tous les états que vous connaissez habituellement. Et puis, après, si on réfléchit un peu plus sur le run, donc une fois que les projets sont finis, on va faire un handover vers les équipes métiers locales, pour qu'en fait ces équipes métiers locales ou ces équipes IT tout simplement puissent réaliser le support niveau 1 au niveau 2. Et puis, nous, on va rester en expertise sur le niveau 3, sur la base des sollicitations ou sur la base des escalades que les pays peuvent nous faire. Sur le run également, ce qu'on fait, c'est qu'on aide à la structuration, à l'organisation des tests de non-régression. Donc là, on en parlera, on va détailler ça tout à l'heure sur la base de la vie dans le cloud, hein, comme on l'avait vu dans l'agenda. Nous, on garde également la main sur une certaine expertise sur les différents domaines. Les pays nous contactent fréquemment pour comment faire un setup particulier qu'ils n'ont pas forcément fait, mais qu'on a pu voir dans un autre pays. Et puis, avec nos copains de l'IT également, ce qu'on fait, c'est on supervise globalement la performance. On s'assure que l'architecture, aussi bien technique, et puis le SaaS reste disponible. Et puis, on va aider au déploiement des nouvelles fonctionnalités qui sont fournies par Oracle. Et puis surtout, on va partager entre nos différents pays. D'accord? Donc ça, c'est vraiment notre approche sur le build et sur le run. Et puis après, la partie, on va dire, la vie au quotidien, c'est également la gestion des releases, les upgrades. Donc ça, on le fait avec les équipes locales, on le fait avec nos collègues de l'IT, on aide à la gestion des tests de non-régression, comment est-ce qu'on s'intègre dans l'écosystème. On travaille beaucoup également sur la relation avec l'éditeur, donc on fait beaucoup de veille technologique. On a mutualisé notre contrat de support. Donc on travaille vraiment au quotidien avec Oracle et ça fera partie de la conclusion de l'atelier. C'est vraiment notre partenariat avec Oracle. Donc comment est-ce qu'on travaille avec eux? Ce qu'on a fait également en interne Orange, c'est qu'on a créé un club utilisateur. Donc encore une fois, c'est pour partager les best practices, les bonnes pratiques, et puis pour être toujours en capacité qu'on échange et qu'une bonne idée qui soit faite dans un pays puisse être répercutée dans les autres. Et puis dans notre feuille de route, on fait également des témoignages comme on peut le faire aujourd'hui. D'accord? Avez-vous des questions? Non, on va poursuivre.
On poursuit, très bien. Allez Anne, je te laisse la parole. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Parfaitement. Très bien. Ok, merci. Donc notre cheminement pour la transformation, elle s'appuie donc sur, on va dire, trois piliers. Donc se rapprocher du standard. Donc c'est mettre en place un ERP groupe, donc pour le groupe Orange, avec des solutions standards optimisées qui correspondent à, on va dire, des best practices dans le métier. Donc ça, c'est, on va dire, la base de cette transformation et ce cheminement vers le ERP Cloud. C'est aussi mettre en place donc un référentiel commun et partagé donc dans le groupe, donc le référentiel notamment comptable, qui permet d'assurer la qualité des données. Et puis l'optimisation et un retour à la standard, enfin, au plus proche du standard au niveau des process, donc vraiment remettre à plat les process et les repenser. Le deuxième pilier, c'est le fait de passer sur un outil cloud, donc moderne, on va dire, qui est mis à jour régulièrement. C'est aussi avoir un outil attractif pour les personnes qui vont l'utiliser. Donc, c'est aussi garder les talents au sein du groupe, c'est avoir une interface utilisateur qui est attrayante, un outil qui est dynamique et qui est mis à jour régulièrement, sur lesquels on peut même, voilà, qui peut ressembler à des outils qu'on a l'habitude tous de pratiquer par ailleurs. Donc, cette partie-là, et puis la partie collaborative, la partie partage, puisque en fait toutes ces mises en place, ces implémentations, elles se font pas en chambre, mais bien en collaboration avec toutes les équipes. Donc Thomas a parlé de notre équipe, donc Finance as a Service, et puis l'équipe FIT, mais il y a aussi toutes les équipes métiers qui sont dans tous nos projets de déploiement, qui font partie prenante du projet. Donc, les équipes finance, achat, supply chain sont intégrées à l'équipe projet et font la mise en place du projet avec nous. Donc, ça, c'est le deuxième pilier. Et puis, le troisième point, c'était tout ce qui est partie IT. Donc, le fait de passer en mode SaaS, le gros avantage, c'est de pouvoir avoir un outil qui est mis à jour régulièrement, qui est toujours à jour. On n'est pas en train de courir après l'installation des mises à jour et puis l'impact sur tous les spécifiques. On a un outil qui est à jour à tout moment. C'est aussi se recentrer plus sur une notion de service. L'outil, c'est un service qui permet aux équipes de travailler et n'est plus géré comme voilà, une application sur un serveur, etc. Bien entendu, comme l'a expliqué Thomas, les coûts sont très différents, puisque là, on ne gère plus tout ce qui est infrastructure, hein, c'est l'éditeur. Donc, nous, on gère un droit d'accès qui est négocié avec Oracle, et chaque pays négocie en fonction de son nombre d'utilisateurs, de son utilisation. Donc, les coûts sont très différents. Une architecture simplifiée du fait de passer en mode SaaS. Et puis, bien évidemment, on va pouvoir nettement diminuer le nombre de customisations. On viendra plus en détail dans un slide un peu plus loin sur cette partie-là. Voilà, slide.
J'avais une question, Anne. Oui. Lorsqu'on a préparé ce rendez-vous, je vous avais posé la question, mais comment avez-vous démarré pour passer dans le RP? Est-ce que vous avez commencé par refaire une cartographie de tous vos flux, de tous vos process, et puis de vous demander, ben, là ça va pas, et de faire une liste des écarts? Et en fait, je vous repose la question pour tous nos participants. Comment est-ce que vous avez procédé? Donc, j'avais compris qu'en fait, non, vous n'aviez pas fait ce travail d'approche flux par flux et que en fait, vous étiez lancé directement sur la solution. Est-ce que j'avais bien compris? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, Marie-Claude. On y revient un peu plus loin dans les slides, mais en effet, oui, non, mais je peux quand même déjà donner un début de réponse. Oui, l'idée c'était, donc on a notre équipe qui connaissait, on va dire, pour ce qui est de la France, mais pour d'autres pays aussi, qui connaissait, on va dire, l'existant et le fait qu'il y ait un certain nombre de spécifiques, même beaucoup. Et l'équipe métier également voilà, connaissait bien sa solution, mais l'idée, ce n'était pas de partir d'une liste de développement et de spécifiques en se disant par quoi il va être remplacé. L'idée, c'était vraiment de mettre à plat les process et de dire comment on va faire dans Fusion. Donc, l'idée, c'était plutôt de regarder ce qu'offrait Fusion, comment ça fonctionnait, et ensuite de se poser la question de comment, par rapport à nos process et comment on travaille, comment l'outil peut-il être utilisé. Donc, même si on n'oublie pas les spécifiques, on va dire, on les garde à notre tête, on n'est pas du tout parti d'un listing en se disant oui, non, on le garde ou on l'enlève. On regarde d'abord le process, on le déroule dans l'outil et ensuite on voit qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est à ajuster, est-ce qu'il y a un process à modifier, pourquoi on fait les choses, etc. Donc vraiment une démarche très pratique. Oui. On est parti du principe que si on commençait à lister tous nos specs et à voir tout ce qu'il y avait en termes de customisation, on démarrerait jamais. Oui. C'était tout ce qui avait été fait historiquement, voilà, que peut-être vous ne saviez pas très bien. Oui. Et puis on ne sait plus quelquefois si des choses sont utiles ou pas. Ouais, on avait une montagne de spécifiques, comme le disait Anne. Hein, et donc, si on commençait à regarder, à avoir une approche technique et se dire, OK, donc comment est-ce qu'on porte tous ces spécifiques dans le pass ou est-ce que c'est couvert par le cloud? En fait, on serait jamais lancé. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Merci. OK. Donc, l'adoption, le mouvement vers Cloud Fusion, donc pour résumer, hein, c'était un ERP groupe avec des solutions optimisées standards qui correspondent aux best practices du métier. Un langage commun, donc partagé par toutes ces entités donc, qui basculent dans le cloud avec un référentiel commun à toutes ces entités, un référentiel comptable. Des fonctionnalités natives Fusion, donc pour tout ce qui est reporting BI, et puis une baisse des coûts IT non négligeable. Okay. Donc si on résume, après on a tenté de faire un petit schéma d'architecture simplifié pour expliquer ce qu'on faisait dans notre ERP Cloud. Donc ce qui est important là dans ce slide, c'est qu'on a un master data management, notre référentiel, et donc qui va être partagé par tous les applicatifs, on va dire, de notre écosystème. Donc aussi bien le ERP Cloud que nos différents ETL qu'on peut utiliser ou nos interpréteurs comptables, et puis nos outils de conso et de management reporting. Donc ça veut dire que les valeurs de clés sont partagées. Donc on a très peu de transcodification qui se balade dans le système. Ça nous permet quand même de garantir une qualité de données qui
est très importante. Donc là-dessus, on a été, on va dire, très sensible à cet aspect gestion du référentiel pour faciliter nos travaux. D'accord? Donc si on regarde un peu en fait ce qu'on a dans Fusion, bah, en fonction des pays, ça va changer, hein, mais à minima, on a toujours la finance, hein, et puis après, en fonction des pays, bah, on va rajouter les achats et la supply chain. Donc pour alimenter notre ERP, donc on a bien entendu, on va se connecter au SI local, hein, donc chez Orange, c'est principalement les systèmes de facturation, les billing systems, les liens avec nos différentes boutiques, le roaming, etc., le process de commission. Les flux, soit ils vont rentrer directement dans Fusion, soit ils vont être traités par notre interpréteur comptable qui s'appelle Easy, qui est développé en 2015. Et puis après, on a cette notion d'outbound ETL, donc notre ETL en sortie. Ça, c'est un petit outil maison qui est géré par une autre équipe côté face, et puis après qui va alimenter donc la consolidation dans BFC Magnitude et puis le management reporting dans Tidemark. Donc ça, c'est notre architecture de manière ultra simplifiée. Des questions, c'est clair? C'est très clair. Ok. Donc ensuite, pour répondre à la question un peu attendue sur les spécifiques. Donc nous, qu'est-ce qu'on a? C'était quoi notre constat? C'était quoi notre approche? Donc on a pris l'exemple de la France. Donc on avait à peu près en 10 ans de vie, on va dire, de notre EBSR 12, on avait à peu près 500 spécifiques qui se baladaient dans notre solution. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc nous on a démarré par une approche métier, par une approche transformation, et donc on a entre guillemets oublié le passé. L'idée c'était pas de faire un programme d'upgrade, mais vraiment de faire un projet métier de transformation. Donc nous, plutôt que de s'intéresser aux spécifiques, on s'est intéressé aux use cases de nos utilisateurs. D'accord? Donc ça a été la première démarche qui a été assez forte. Après, juste pour donner un peu d'éléments de contexte, on voulait aussi rappeler ce qu'on notait comme spécifique chez nous. Donc bah, on a des états, bien sûr. Donc là, les états, on ne les compte pas forcément dans les SP, hein, mais donc on en a créé, on en a adapté. Ça, il n'y a pas de sujet, tout le monde l'a fait, tout le monde le fera, donc ça c'est assez standard. De plus en plus, Oracle fournit des web services qui nous aident notamment sur tout ce qui est automatisation. Donc ça, on les utilise, on les met en place, on les utilise de plus en plus. Dernièrement, ce qu'on a exploité, par exemple, c'est un web service qui nous permet de fermer les commandes en masse, qui nous permet, je sais pas, de créer des projets en masse. Donc Oracle enrichit son offre de plus en plus avec des web services qu'on va exploiter pour automatiser, pour améliorer notre quotidien. Ensuite, on a notre plateforme PaaS, donc Platform as a Service. Donc on utilise la SOA qui est fournie par Oracle. Donc principalement, on a quelques applications spécifiques. Mais ce qu'on fait dans le PaaS principalement, c'est notre process de ce qu'on appelle le night batch. C'est-à-dire, c'est tous les automates qui nous permettent de faire les create accounting, de lancer la compta, qui nous permettent également de lancer la clôture, de lancer les étapes pour les mettre à disposition de nos utilisateurs quand ils arrivent le matin. Et puis, en dehors de l'ERP, là, on a créé, on va dire, 2 applications principales, donc toujours par des collègues chez nous, chez FAS, principalement sur la partie gestion des immobilisations. Nous, la gestion des IMO, c'est quelque chose qui est très, très, très important chez nous. Une IMO chez Orange, c'est quoi? C'est principalement nos pylônes, nos tours. Donc ça, vous avez déjà vu une tour 3G, 4G, 5G. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial chez nous. Et donc on a créé un petit applicatif qui nous permet en fait de regrouper les lignes de dépenses pour préparer le travail des gestionnaires d'IMO et préparer la mise en service. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas suffisamment automatisé dans la solution standard.
Et puis, on a également fait une deuxième application pour gérer le processus IFRS 16. Donc, tous nos contrats, tous nos baux sont gérés dans différentes applications en amont. Ils ont tout un format différent. Donc, l'idée, c'était pour simplifier le travail de l'ERP. On a créé un petit applicatif qui permet de remettre un format comestible ingérable par Oracle tous nos différents contrats. Donc ça, ce qui est important, c'est que sur la France, en fait, tout bêtement, on a divisé par 100 le nombre de nos spécifiques. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement structurant. Après, on ne dit pas que ça a été simple toujours en termes de transformation, mais c'est quelque chose qu'on a fait. Donc l'idée derrière tout ça, c'était d'abord, l'idée c'est que plutôt que de faire un spécifique, on cherche d'abord à transformer le processus ou l'organisation parfois, plutôt que de faire un développement. Et puis au-delà de ça, il y a une idée aussi de conserver ce que le SaaS nous apporte, c'est la standardisation. Donc nous, hein, notre point de vue, c'est que si on veut être capable de tenir nos budgets, il faut qu'on soit capable de contrôler nos dépenses et ne pas faire de spécifiques. Parce que la gestion des spécifiques dans le passé, c'est ça qui va nous coûter très très cher. Je vois qu'il y a une question. Donc Jérémy, un spécifique, un état et une interface. Donc un état, non, c'est pas un spécifique. Une interface, c'est pas un spécifique chez nous. Un spécifique, c'est vraiment quand on va créer une application ou qu'on va chercher à développer une application en dehors de l'ERP. Est-ce que une fonctionnalité manquante d'une manière générale? Oui, c'est une fonctionnalité manquante, oui. Quelqu'un veut s'exprimer à ce sujet? Je vois qu'il y a des... N'hésitez pas à sortir de mute hein, pour parler. Je pense que c'est fait pour. Et donc, par le passé, de mon expérience, il était fréquent qu'en fait, on devait faire un spécifique, tout simplement parce qu'il y avait un bug dans une fonctionnalité native. Comment est-ce que vous traitez ce cas-là? Alors, la gestion des bugs, en fait, tout simplement, ça commence par une service request auprès d'Oracle. Donc, s'il y a un bug, on va commencer par ouvrir un incident. Donc, en fonction, Oracle va nous dire s'ils sont capables de le résoudre ou pas. Ils vont nous dire, par exemple, oui, ok, donc on est d'accord, il y a un bug. Donc, soit ils vont nous apporter un fixe ou une résolution assez rapidement, soit ils vont nous indiquer la résolution sera disponible dans la version 21A, 21B, 21C, 21D cette année. Et donc, le temps que cette résolution soit apportée, on va mettre en place en fait des solutions de contournement. Anne, tu veux peut-être répondre là-dessus? C'est toi qui gères la relation avec Oracle principalement. Ou illustrer un exemple par rapport à ces problématiques-là. Alors, ce que disait Thomas est tout à fait vrai. Après, on va dire, avant de démarrer les premières implémentations, donc de notre côté, on a fait un petit POC, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a regardé qu'est-ce qu'il y avait dans Fusion Cloud comme fonctionnalité pour déjà pouvoir se rendre compte s'il manquait des fonctionnalités qui pour nous étaient absolument nécessaires pour la bascule en cloud. Donc, on a pu remonter assez rapidement des fonctionnalités qui nous paraissaient, qui étaient des fois présentes en IBS 12, qui n'étaient plus en cloud. Alors, c'est aussi parce qu'on a démarré très tôt et que Oracle a ajouté des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc, nous, on arrive en disant, mais il n'y a pas ça, il manque ça. Bon. Donc, les fonctionnalités ont été par la suite, au fur et à mesure, ajoutées.
Donc au départ, il manquait la solution, par exemple, pour le netting client-fournisseur. Ça, c'est des choses qu'on a remontées avant même la toute première implémentation, parce qu'on savait que c'était une fonctionnalité qu'il nous faudrait. Voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est dans la vie dans le cloud, il manque parfois des choses. Parfois, on arrive à travailler autrement, à faire autrement et ça pose pas de problème. Par contre, si c'est un impact trop important de charge au niveau des métiers, là, on fait une demande auprès d'Oracle en expliquant le besoin, la justification, ce que ça nécessite en termes de solutions de contournement ou de palliatifs pour prioriser ces demandes auprès d'Oracle. Et ensuite, Oracle nous livre les fonctionnalités au fur et à mesure où il les développe et en fonction des priorités qu'il a définies. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question. Après, la seconde partie de la question est, est-ce que, par exemple, récemment, là, le netting, c'était une fonctionnalité très importante qui avait été identifiée très en amont, mais est-ce que vous aviez un autre exemple là qui est peut-être plus récent? D'évolution qu'on a demandé. Oui, de manque de fonctionnalité. Comment vous avez fait pour le contourner? Récemment, je pense qu'on a demandé pas mal de choses sur le contrôle budgétaire, par exemple. C'est vrai que parfois, en fait, sur le contrôle budgétaire, nous, on est dans une phase, entre guillemets, qu'on appelle la pré-adoption, c'est-à-dire qu'on travaille avec les équipes métiers, donc on gère, donc on demande aux équipes métiers de gérer leur use case dans la solution. Et puis, ils nous ont remonté des manquements à la solution. Donc, on a fait là, cette fois-ci, on n'est plus dans le process de service request, mais d'enhancement request ou IDs maintenant, comme ça s'appelle. Et puis après, on prend notre téléphone et on escalade chez Oracle. Donc, on leur dit concrètement, là, on n'est pas capable d'utiliser ce module parce qu'il manque ça, ça, ça. Donc, merci de nous aider. Et donc, l'année dernière, à cette année, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui ont été fournies, par exemple, sur le contrôle budgétaire. Donc, il n'y a pas un petit copyright orange derrière, mais c'est vrai qu'on en a demandé pas mal. Sur cash management également, on a beaucoup de choses qui sont arrivées en fin d'année dernière et qui arrivent là, et qui sont des choses qu'on a demandées pour la mise en place de cette fonctionnalité. En fait, ce qu'il faut savoir là-dessus, sur soit les service requests ou les enhancements requests, on a des revues très fréquentes. Donc, sur la partie service request, on a des revues toutes les semaines avec Oracle, donc aussi bien avec le support, et il y a quelqu'un du dev qui est présent également. Et puis après, sur la partie enhancements request, on essaie de faire une session chaque trimestre avec des gens du développement. Et puis, on a également un sponsorship qui est assez fort. On a donc un senior VP, pardon, chez Oracle Dev qui nous aide. Donc, on expose souvent nos challenges, nos soucis, et puis on les fait prioriser, escalader. C'est comme ça qu'on travaille. On a un partenariat très fort avec Oracle parce que on a un gros client, on est important pour eux, et donc on a la chance aujourd'hui d'être écouté, simplement. Merci. Donc, c'est entre guillemets notre contribution à la solution, c'est qu'on a pas mal de choses qu'on demande et qui enrichissent la solution. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez gratifiant, et puis même c'est intéressant en termes de partenariat avec Oracle. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Anne, je te laisse la main sur celui-là. Oui. Donc, en termes de déploiement live, en prod, donc sur la France, on a démarré donc, par une filiale et Orange SA fin 2016. Donc, la filiale avait l'ensemble du scope achat finance.
et vente. Et puis Orange SA donc sur le GL en 2016. Et ensuite, Orange SA, on a étendu donc la couverture fonctionnelle pour inclure tout ce qui était P2P et CAPEX en juillet 2017 pour la dernière vague. Et on a également plus de 80 filiales également sur la même instance France avec Orange SA qui sont en production. Sur ces 80, je dirais qu'il y en a peut-être 50 ou 60 qui ont tous les modules finance, achat, donc AP, PO, AR, PS. Voilà, donc un scope assez large. La Belgique, donc pareil, le GL en 2016. Et ensuite, peu de la même manière par vague, on expliquera plus loin. Donc l'implémentation du P2P OPEX en 2017 et du CAPEX début 2018. Et la Belgique a également 7 filiales qui sont dans Fusion Cloud. La Pologne, donc démarrage du GL en 2017 et ensuite le périmètre finance sur 2018 sur juillet. Et puis, ils sont en train de déployer dans Fusion des filiales. Donc, la première en mars et ils en auront sur l'année. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de déployer à l'heure actuelle? Donc notre gros projet de l'année, c'est la Roumanie. Donc sur la Roumanie, on fait la finance, les achats et la supply chain. Donc ce qu'on appelle la supply chain chez Orange, c'est le customer equipment. C'est comment est-ce qu'en fait on approvisionne nos boutiques ou nos points de vente avec les terminaux. C'est ça qu'on appelle le customer equipment. Donc là, c'est le premier pays où on va déployer tout ce scope à la fois, même si c'est par vague, c'est quand même la première fois où on va tout faire. Donc ensuite, on déploie également en ce moment, donc sur la partie finance achat, notre filiale bancaire, Orange Bank. Donc là, ça sera un projet de 6 mois à peu près, peu d'utilisateurs, mais qui ont un besoin d'automatisation. Ensuite, sur la partie France, donc on a la supply chain qui est déployée sur la partie Orange SA. Donc là, c'est pas notre équipe en direct qui le fait, mais c'est sur le même environnement, le même pod que celui où il y a la finance et les achats aujourd'hui. Et puis, on a toujours des nouvelles filiales à rajouter de manière régulière. Donc ça, c'est une activité qui est un peu récurrente chez nous. Et puis, on a également le Luxembourg, qui est une petite filiale avec la finance et les achats. Donc, on a toujours 2-3 implémentations sur le métier, on va dire. On a toujours ça dans notre roadmap. Donc ça, c'est sur 2021. Des questions? Non. Et donc, ces déploiements, ils visent à remplacer la R12 uniquement ou il y avait d'autres solutions? Alors sur Orange Bank, c'était pas du Oracle. Orange Bank, ils ont un système d'information qui vient de chez Groupama, donc qui n'était pas du tout entre guillemets brandé Orange, donc qui n'utilisait pas forcément les mêmes outils que nous. Sur la Roumanie, c'était une EBS, c'est une EBS 11i. Sur le Luxembourg, c'est un SAP de mémoire, hein, je crois. SAP, oui. Ouais. Oui, SAP. Et la Pologne, c'était aussi une 11i, je crois. Ouais, la Pologne, c'était une 11i également. Ouais. Et après, si on revient sur les autres, Belgique, c'était une 11i, je crois. Oui, il me semble, et ouais. la France qui était en 11i. Ouais. Et quelles sont vos habitudes en termes de profondeur de reprise de données? Le minimum. Le minimum. C'est-à-dire on va... les données ouvertes et la balance à la fin de l'année dernière. Oui, en fait, on s'abstient vraiment
reprendre les choses au minimum, parce que déjà, c'est un effort conséquent. Après, on fait vraiment une approche vague par vague, donc en général, on commence par le GL. Donc, si on a la chance de démarrer en début d'année, ben, on fait la balance. Sinon, on fait la balance plus, on va dire, le détail des écritures sur les mois en cours via une interface GL, de GL à GL. Et puis après, oui, ben, on va reprendre les master data, donc les référentiels. On va dire qu'on va reprendre les clients et fournisseurs qui ont été actifs, on va dire, sur l'année précédente ou sur les 6 derniers mois, ou carrément, on prend que les fournisseurs et les clients sur lesquels on a des transactions ouvertes, par exemple. Donc, on s'abstient vraiment à reprendre le minimum, parce que ça prend toujours du temps, parce qu'il faut contrôler, parce que c'est compliqué, parce que la qualité des données n'est pas toujours là. Enfin, il y a plein de raisons qui militent pour en refaire le minimum. Et donc, vous ne décommissionnez pas les anciennes applications, vous les laissez vivre pour que les utilisateurs aillent consulter l'historique. Oui, en fait, si elles vont être décommissionnées, bien entendu, parce que garder des applications live, ça coûte de l'argent en termes d'infra, mais c'est vrai qu'on va les archiver. Voilà. Elles vont être archivées. Merci. Ensuite, alors, notre gouvernance. Vous me dites si on est dans les temps ou pas, parce que je vois qu'il est déjà 3h moins 5, on parle beaucoup. On va peut-être accélérer un peu. À vous de me dire, hein, côté organisation, si vous voulez qu'on accélère. Je pense que les gens ont prévu jusque 15h15. 15h15, ok. Donc ça on déborde pas encore. Ok. Donc concrètement, hein, donc les gouvernances projets sur nos déploiements, donc ce qu'on fait. Donc déjà, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est le métier. Donc côté projet, ben, on va demander forcément un chef de projet en local. On va demander d'avoir des stream leaders en face de nous qui vont être capables de représenter le métier. On va demander des key users qu'on va pouvoir impliquer dans notre démarche. Et puis nous, bah, de notre côté, donc on mobilise nos experts, donc côté phase chez nous, nos experts achats, nos experts supply chain, nos experts business process management, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et puis bien entendu les équipes IT Group, qui sont maintenant chez FAS aujourd'hui depuis cette année, et puis les équipes IT en local. Après, sur la gouvernance projet, je pense qu'il n'y a pas de mystère, hein. On a un comité de pilotage en mensuel et puis on va dire un comité projet toutes les semaines pour valider comment on avance et les arbitrages à faire, pardon. Et puis, encore une fois, nos règles qui nous guident, c'est réfléchir au process métier d'un point de vue bout en bout, end-to-end, et puis essayer de trouver les processus, les organisations qui sont les plus efficientes possibles. Et puis on cherche toujours à simplifier et à automatiser. On essaie toujours d'abord de traiter le cas général avant d'aller traiter les exceptions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc on associe vraiment le métier de manière très forte. Anne, à toi? Oui. Alors, le principe de base, c'est de dire on adopte la solution plutôt qu'on l'adapte. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on va regarder comment on peut dérouler le process d'infusion pour déjà faire adhérer et puis peut-être se rendre compte que ça convient, voir les points qui pourraient être à revoir. Ça permet aussi de remettre à plat les process de bout en bout, les responsabilités, les rôles, qui fait quoi. L'idée, c'est de simplifier les process. Des fois, on fait des choses parce qu'on a toujours fait comme ça sans trop se poser de questions. On ne sait même plus trop pourquoi on le fait des fois. Donc, l'idée, c'est aussi de remettre tout ça à plat. Et puis, Thomas disait tout à l'heure, on va d'abord traiter les cas généraux et ensuite les exceptions, voir quel est sur ces exceptions, l'importance, la quantité, le volume, enfin, pour essayer de mettre une réalité derrière, puisque on nous remonte souvent des exceptions qui sont parfois qui sont, comme on l'a
va dire, qui ont un impact très fort sur la charge métier, par exemple, et puis d'autres qui sont vraiment des cas à la marge, donc on peut traiter de manière séparée. On va regarder d'abord les cas généraux et ensuite traiter les exceptions. Voilà. Je peux avancer, merci. Alors, l'approche, c'est une approche, on va dire, agile. Donc, on a un kick-off du projet qui permet de définir le périmètre du projet, les attendus, la gouvernance dont Thomas a déjà parlé, les rôles de chacun, de contractualiser également avec le pays. Ensuite, on démarre une première phase, la phase d'envision. Donc, on va valider le périmètre qu'on a défini au niveau du kick-off, les options, lister les demandes, les requirements pour tout ce qui est besoin légaux. Également, déjà réfléchir à tous les cas métiers qui seraient à mettre en place. Les process, donc d'un point de vue high level, les process, déjà les points qui sont déjà identifiés comme des points importants, des points à creuser et qui peuvent éventuellement poser problème, donc les points vraiment à traiter en détail, et puis tout ce qui est architecture, technique et également métier. Et ensuite, on rentre dans une phase cyclique de pré-adoption. C'est une phase itérative, donc on va avoir plusieurs phases itératives qui vont toujours être constituées des trois mêmes étapes qui sont présentées ici. Donc la partie vraiment design de la solution, où là on va définir et dérouler un process. Donc on va d'abord le définir ensemble avec les métiers, le configurer dans Fusion et ensuite le tester pour s'assurer qu'on couvre bien le process. Donc on va découper les process et donc les mettre en place selon différentes phases itératives. Donc, on va commencer peut-être par des cas, ce que je disais, plus généraux, ou des cas plus simples, entre guillemets, pour déjà aussi que le métier se fasse la main sur l'outil. Et puis ensuite, on va aller en phase itérative, ajouter des cas, de nouveaux cas métiers, des cas plus complexes, etc. Et donc, on a toujours cette phase itérative en 3 étapes. L'idée aussi, c'est que le métier, il voit la solution qui évolue en fonction de ce qui est dit, ce qui est discuté, des retours. Il voit l'évolution de la solution, il découvre la solution et il la co-construit avec nous. Pour arriver au final avec une solution qu'ils ne découvrent pas finalement à la fin du design, mais qu'ils ont déjà vu tout au long de sa mise en place. Donc les key users connaissent la solution, ils sont aussi nos porte-parole auprès de leurs collègues et de leur métier pour diffuser la bonne parole par rapport à la mise en place de cette solution. Donc c'est aussi un avantage, c'est qu'ils ont déjà une bonne vision et ils savent déjà comment la solution fonctionne. Donc ensuite, on peut ouvrir à l'adoption. Donc là, on élargit les utilisateurs qui vont tester la solution avec bien sûr l'aide de ces key users, des métiers qui auront participé à la phase de préadoption et qui donc sauront répondre aux interrogations, aux questions qui peuvent être posées par les utilisateurs. Donc, voilà sur l'approche. Donc l'idée au niveau de notre mise en place dans les différents pays, c'est pas de faire une solution par pays. L'idée, on l'a dit au début, c'est quand même d'avoir
un RP Group qui se base sur un référentiel commun, donc pas du tout dans l'idée de faire que chaque pays fasse sa solution. L'idée n'est pas non plus d'arriver, nous, groupe, avec une solution corps et de dire c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout ni dans l'esprit ni dans la logique de nos projets. Donc les projets, on arrive avec une connaissance, une expérience et un modèle, mais qui est un modèle qu'on va enrichir. Donc on va s'appuyer sur nos implémentations précédentes, sur notre connaissance des différents process pour proposer aux pays qui démarrent sur Fusion des process qu'on a déjà testés dans d'autres pays. Et ensuite, on va enrichir ce modèle, on va l'adapter en fonction de besoins, de contraintes locales particulières. Voilà sur cette partie-là. Vous me dites qu'il y a des questions. Donc, au niveau de notre approche stratégie en termes de migration, donc, on ne fait pas de Big Bang. On n'en fait plus. On l'a eu fait, mais pas sur Fusion Cloud et ça marche plutôt bien. Donc, l'idée, c'est toujours, on part toujours par mettre en place le GL avec une interface GL du système legacy vers le GL Fusion. Ça permet de vérifier que le référentiel comptable, les mappings fonctionnent. Ça permet de faire des double runs et la réconciliation, donc pour aussi rassurer le métier sur la mise en place de la solution. Donc, on a toujours une première phase en principe GLGL. Et ensuite, on va, par différentes itérations, on va dire, ou vagues, élargir et mettre en place les modules. Et dans les modules qu'on met en place, on ne va pas basculer l'ensemble du scope. Donc, si on regarde un scope P2P, Purchase to Pay, on va migrer une première vague, par exemple, de fournisseurs avec lesquels on passe on a des factures sans commande, par exemple. On va faire un premier lot de ces fournisseurs. Donc, on n'a que du AP, pas PO. Et ensuite, on va intégrer des fournisseurs avec commande sur l'OPEX. Et puis, la dernière phase, par exemple, ça peut être des factures fournisseurs avec commande CAPEX. Donc, jusqu'à ce qu'on vide, entre guillemets, le legacy et que tout le périmètre de la solution soit basculé en Fusion. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là. Procéder de cette manière-là, quel que soit le pays. Ou ça, c'était à l'origine sur le premier projet. Donc, on va dire qu'on fait ça sur tous nos gros pays. Ouais. Orange Bank, par exemple, qui est petit, ou une petite filiale en France, on va y aller directement. Mais c'est vrai que dès lors qu'un pays commence à avoir une certaine taille, c'est vraiment notre approche générale. Comme disait Anne, c'est la stratégie des petits pas. On vide le legacy pour remplir RP Cloud au fur et à mesure dans le temps. Ouais. Après, la définition de chaque étape, qu'est-ce qu'on met, combien de fournisseurs, qu'est-ce qu'on met, ça, c'est ajusté dans chaque pays. Mais oui, sur les gros pays, on a fait tout le temps comme ça. Et donc, ce cycle itératif, il prend combien de temps? Ça dépend. Sur la France, ça a pris 1 an et demi, par exemple, qui était notre plus gros pays. Après, tout dépend de la complexité, de la dispo des équipes. Comme d'habitude, hein, c'est toujours la même. D'accord. Les mêmes contraintes qui réapparaissent. OK. Et donc, en fait, cette méthode-là, un peu vous affranchit d'une partie de la problématique des reprises de données, parce qu'en fait, ça s'alimente au fur et à mesure. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Ça permet aussi
en termes de sécurisation de la production, on évite beaucoup de risques, hein, parce qu'un Big Bang, si vous vous retrouvez avec un système qui est bloqué, vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs. Voilà. C'est très délicat à gérer. Voilà. Tandis que là, ça permet aussi, pareil, hein, c'est une montée en puissance, donc les utilisateurs aussi se font la main. Ça permet également des fois d'ajuster. On a mis des process en place et puis on s'aperçoit peut-être que sur un process, mais il y a un petit ajustement à faire. Ça permet aussi ça. Donc, si on est noyé sur un contexte complet, c'est difficile à faire. Alors que si on est sur des vagues plus restreintes au départ, on va dire, c'est plus facile à gérer et puis à ajuster au fur et à mesure. Et quand on arrive sur la dernière vague, qui est souvent la plus importante, la plus structurante, la solution elle a déjà été éprouvée. Ça vous permet très certainement aussi d'attendre plus aisément les nouvelles fonctionnalités que vous demandez à Oracle. Également aussi, oui. Ouais. Oui, notamment pour les premiers pays. Ouais. C'est vraiment la transformation à petits pas. On embarque de plus en plus d'utilisateurs en fait dans le temps. Ils peuvent déjà comme ça être formés par leurs petits camarades qui sont déjà passés. Anne et Thomas, il nous reste 5 minutes, donc même si bien sûr on peut déborder un petit peu. Est-ce qu'on profite des 5 minutes pour faire le retour d'expérience, on va dire, global? C'est un slide de conclusion. Qu'est-ce qui fait qu'on a... C'est quoi notre retour, en fait? Donc là-dessus, hein, ce qui est important pour nous, c'est toujours de coller aux standards et aux process les plus simples. Donc ça, c'est ce qui permet de garantir que la solution va fonctionner et qu'elle ne va pas casser à chaque montée de version. Les tests de non-régression aujourd'hui, c'est de plus en plus rapide, c'est de plus en plus simple. Donc après, bien entendu, on a eu des incidents sur des montées de version en test. Hein, donc ça, après, on les remonte le plus vite possible à Oracle. Donc il y a eu, mais globalement, le fait de rester sur le standard et d'éviter les spécifiques, ça permet que les montées de version se passent bien. Après, encore une fois, hein, d'un point de vue métier, il faut être capable d'adopter le standard, oublier ce qu'on a fait pendant des années. Être capable de réfléchir, de prendre du recul sur son métier, voir comment on peut simplifier. Et puis être capable aussi de se dire, peut-être que moi, je vais avoir un peu plus de charge aujourd'hui dans le process actuel, mais qu'au global, le process sera plus efficient, plus efficace pour l'ensemble de la boîte, des petits camarades qui travaillent autour sur le process. Donc nous, après, si on réfléchit vraiment en facteur clé de succès, hein, c'est un projet du métier pour le métier. Il faut que nos end-users, nos key-users soient à bord dès le début. Ce qui est très important pour nous, c'est la pré-adoption. La pré-adoption, c'est là où les key-users ou les end-users vraiment vont jouer leur business process dans la solution. Et puis, bien entendu, il faut qu'ils aient du temps, il faut qu'ils soient soutenus également par leur management pour leur dégager du temps. Donc, nous ce qu'on vend partout dans nos pays, hein, c'est l'idée de faire une équipe unique projet, donc One Team. Il faut qu'on ait un sponsorship fort au niveau des pays. Nous, ce qu'on a fait également, hein, c'est travailler avec Oracle en mode partenariat. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on travaille avec le développement à très haut niveau pour être capable aussi de pousser nos demandes d'évolution. Et puis sur le support, on a pris en fait une option de support premium qui nous permet d'être en capacité d'escalader de manière beaucoup plus facile, entre guillemets, et puis d'avoir un meilleur suivi de nos service requests. Et puis surtout, ce qu'on a mis en place, hein, c'est vraiment d'être capable de partager les meilleures pratiques entre les différents pays qu'on a déployés. Donc après, si on réfléchit en termes de gains, c'est le principal gain du SaaS, c'est d'avoir une mise à jour tous les 3 mois, d'avoir du standard. Et puis d'un point de vue business, c'est les achats, la finance, la supply chain, ils travaillent sur la même application, ils travaillent sur le même modèle de données.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, on continue de recevoir des nouvelles fonctionnalités. Donc la solution continue de s'enrichir. Donc elle va être autant en 2015, quand on avait démarré sur Finance Achat, on était globalement inquiet parce qu'on savait qu'il y aurait des trous. Autant aujourd'hui, là, sur Finance Achat, on considère que la solution, elle est sèche, elle est propre, elle est stable. D'accord? Donc ça, c'est, on va dire, notre slide de conclusion. Et on a tenu 15h15. Donc je suis désolé, on n'a pas eu le temps d'adresser les autres sujets, donc les tests de non-régression, notre approche sur les updates et la transformation. Je pense qu'après, on a pris le temps de détailler vraiment nos facteurs clés de succès, on va dire. Donc, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Merci beaucoup. J'ai une question encore, Anne et Thomas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des usages, des fonctionnalités de social network qui sont intégrées dans le RP Cloud? Alors ça, c'est une question qui est un peu piège parce qu'en fait, le social network, au début, a été poussé par Oracle sur la partie collaborative. On ne l'a pas forcément beaucoup exploité au début. Et puis aujourd'hui, Oracle va continuer à le maintenir, mais en fait, ils sont en train de pousser beaucoup plus Slack. Donc, ils ont passé un partenariat avec Slack sur la partie collaborative. Donc, Social Network va continuer à être maintenu. En revanche, il ne va plus évoluer en tant que tel. Donc ça, sur le collaboratif, Oracle a, entre guillemets, continue de maintenir, mais n'investira plus dessus. D'accord, ok. Ce n'est pas une piste de fonctionnalités offertes qui sont spécifiques à leur offre. Ils s'orientent vers une solution du marché. Oui. Très bien. Ok. Merci Eh bien, à je tous. vous remercie encore une fois très chaleureusement, Anne et Thomas, pour cet exposé qui était qui était très intéressant. Merci beaucoup.